Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous pour ce nouveau rendez-vous partenarial et prospectif de l'Observatoire de l'économie parisienne. Nous avons eu l'occasion d'échanger régulièrement ces derniers mois sur plusieurs grands sujets de manière régulière, donc sur les politiques de lutte contre les inégalités, sur l'évaluation de la formation professionnelle en direction des demandeurs d'emploi, sur l'évolution du marché et des besoins en bureau à Paris et dans le Grand Paris, et également sur les liens entre innovation et territoire. Aujourd'hui, le sujet, c'est le financement de la ville à horizon 2040. Et pour réfléchir à cette question, nous avons mobilisé plusieurs d'entre vous que nous remercions, à commencer par Isabelle Barraud-Serfati, directrice d'IBI-City, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. Elle est l'auteure d'une contribution qui sera mise en ligne ce matin et dont elle va nous donner les grandes lignes par une présentation d'une vingtaine de minutes environ. Ensuite, Dominique Alba, directrice générale de l'APUR, donnera la parole à 4 personnes qui réagiront et apporteront leur regard sur cette question des finances locales. Tout d'abord, Christophe Amoretti-Hannequin de France Urbaine. Ensuite, Camille Allais, directrice de la direction des finances et des achats de la ville de Paris. Stéphane Defaille, directeur général de Grand Paris Aménagement, puis Clément Fourchy, directeur d'Espelia, qui nous proposera quelques mots de conclusion. Donc, je vérifie, mais je vois que tous nos intervenants principaux sont là et connectés. Donc, je vous rappelle que ce rendez-vous est enregistré et que l'enregistrement sera disponible sur le site de l'APUR. Un message technique qu'on m'a demandé de vous faire passer est aussi qu'il faut, s'il vous plaît, éteindre vos caméras pendant la présentation pour améliorer la qualité de l'image et libérer de la bande passante. Et évidemment, n'hésitez pas à la rallumer au moment des échanges pour qu'on puisse vous voir. Voilà, à toi Isabelle, j'avais coupé ton micro le temps de l'introduction et je te laisse reprendre la parole et bonne présentation à tous. Très bien, bonjour à tous. Merci d'abord à l'APUR pour me donner l'occasion de vous présenter en fait ce travail sur la structure financière d'une ville à horizon 20 ans. Alors, je vais d'abord commencer par rappeler effectivement le questionnement initial et l'approche que j'ai retenue. Donc, le questionnement initial, en fait, avait été formulé ainsi. Sous l'effet de la crise Covid, on voit ici le petit virus qui est là, eh bien, on voit que l'économie de la ville, alors de la ville de Paris, mais le propos est plus large et concerne la plupart des autres villes, l'économie de la ville, en fait, a été fortement secouée avec notamment, par exemple, une chute drastique du tourisme avec des conséquences sur la baisse de la taxe de séjour, avec une activité en berne économique parfois à l'arrêt, des bureaux vacants, des places de stationnement inoccupées et une gratuité du stationnement, avec moins de fréquentation d'un certain nombre d'équipements publics qui étaient fermés. Et la question était de se dire, eh bien, comment notamment cette je dirais, perturbation en fait du sous-jacent économique de la ville se répercute dans les finances de la ville et notamment de quelle manière ceci impacte les recettes. Par exemple, sur le cas de la ville de Paris, les recettes liées directement à l'impact de la crise pandémie sur le budget 2021 avaient été estimées à 500 millions d'euros, soit une baisse des recettes de fonctionnement de la ville de 5%. Voilà, donc c'était ça le questionnement initial. Comment, au-delà de la pandémie et en prenant en compte le fait qu'il y allait avoir un certain nombre de changements, certes conjoncturels, mais d'autres beaucoup plus structurels, de quelle manière une ville peut-elle retrouver des marges de manœuvre financières? Alors, l'exercice auquel je vais me livrer, il est vraiment très périlleux dans le sens où ce que j'ai choisi, c'est d'avoir une approche en fait très panoramique du financement de la ville. Et donc, forcément, sur chacun des sujets que je vais aborder, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi et je vais parfois être vraiment à limite de compétences. Mais j'ai choisi cette approche pour deux raisons. Alors, d'abord, un élément qui m'autorise à prendre ce parti, c'est que moi, j'ai commencé à travailler en 96 comme consultante en finances locales. Donc, je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui connaissent bien les finances locales, 96, c'est un an avant 97. Donc, c'est un an avant la mise en place de la comptabilité M14 sur laquelle j'ai passé de nombreuses journées. Donc, même si ceci est maintenant très ancien, je dirais que moi, j'ai vraiment été formatée
au début de mon parcours professionnel par cette approche des finances locales. Je me souviens aussi de travaux extrêmement intéressants, par exemple sur la manière dont une collectivité, en fait, centre d'une intercommunalité, supportait ou pas des charges de centralité spécifiques et comment ceci devait être pris en compte. Donc en tout cas, je m'appuie sur cette première expérience de 5 ans comme consultante en finances locales pour m'autoriser, en fait, à prendre appui dessus et aussi à en sortir. Et puis ensuite, et je le dis parce que ça, je crois que ça structure un petit peu ma présentation. Ensuite, on va dire, j'ai un peu tourné dans différentes structures autour de la fabrique urbaine. D'abord pendant 6 ans à la Caisse des dépôts et consignations sur le métier d'investisseur d'intérêt général, puis chez un promoteur immobilier hollandais qui s'appelait ING Real Estate. Et puis au moment où il a fermé, fait faillite, au moment de la crise de 2009, donc je me suis mise à mon compte au sein d'une agence que j'ai créée qui s'appelle Ibicity, où je travaille notamment pour des aménageurs et aussi sur des travaux plus prospectifs que je mène notamment avec Espelia via Clément Fourchy qui est là et partie prenante Nicolas Rio, sur lesquels je m'appuierai aussi assez largement. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus, le statut de ma présentation, le statut de ma contribution, c'est vraiment l'idée d'apporter une première contribution, une première réflexion à un travail dont j'espère qu'il pourra se poursuivre et qui, pour se poursuivre, supposera de travailler justement avec l'ensemble des personnes que vous êtes. Alors, si je reviens à la question de départ, au fond, il y aurait 2 manières de faire une prospective. Il y aurait une première manière de faire une prospective sur les finances d'une ville qui serait de s'intéresser à comment va évoluer le sous-jacent économique de la ville. Ça, c'est ce que font notamment un certain nombre de consultants lorsqu'ils travaillent pour des collectivités sur les prospectives financières de la ville. Et puis, il y aurait une deuxième approche, qui est celle que j'ai retenue, qui est plutôt de faire une prospective sur le cadre comptable, sur cette question de c'est quoi le budget d'une ville et comment ce budget d'une ville peut évoluer. Alors, si je poursuis sur le questionnement, il y avait donc deux termes qui étaient importants. La commande, c'était vraiment de dresser un état de l'art de la structure financière d'une ville à horizon 20 ans. Alors, horizon 20 ans, on est en 2022, ça veut dire que ça nous ramène à 2042. Je crois que ce qui est fondamental à prendre en compte, et je ne vous apprends rien, c'est l'idée qu'on est dans une période de profonde transition. Alors, il y a évidemment la pandémie avec des impacts majeurs sur les mentalités, la manière dont on travaille. Mais fondamentalement, ce qui va m'intéresser, c'est la question de la transition écologique. Alors, seul à définir, mais ce qui me paraît très important sur le plan des finances des villes, c'est notamment la question de l'inversion des raretés. L'idée que avant l'homme était rare et la nature abondante. Maintenant, c'est l'inverse, la nature est rare et l'homme abondant, et donc on a une inversion des raretés. Qui dit inversion des raretés dit inversion des valeurs. Et puis, c'est évidemment aussi la question de la prise en compte des externalités d'un certain nombre d'actions publiques et privées ou des comportements. Et puis, la deuxième grande transition, c'est la transition numérique avec, au-delà du fait que c'est sans doute une révolution anthropologique majeure, c'est notamment le fait qu'on a de nouvelles lois de l'économie numérique. Je vous renvoie aux travaux de Dominique Cardon et j'y reviendrai éventuellement, soit s'il y a des questions, soit un petit peu plus tard. Donc ça, c'était sur l'idée de l'horizon 20 ans. Sur l'idée de structure financière, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment le point de départ de la réflexion, c'est que ce n'est pas tellement un terme qu'on retrouve dans notamment l'approche finance locale. Et justement, ça a invité à dépasser l'approche finance locale. Et donc, ce que je vous propose dans cette présentation, qui va être rapide, mais c'est vraiment juste pour donner à voir le raisonnement que je vous propose de suivre, c'est de commencer par l'approche finance locale, puis de voir comment cette approche finance locale peut, voire doit être dépassée, avec une deuxième approche qui serait une approche financière consolidée et une troisième approche qui serait une approche modèle économique. Donc, je vais maintenant dérouler là, ces 3 approches. Si vous avez besoin que je ralentisse un peu, n'hésitez pas. Comme le temps est limité pour laisser les prises de parole, voilà, j'essaye d'aller assez vite. Alors, l'approche finance locale, je ne vais pas tellement m'y arrêter, vous la connaissez, c'est, on va dire, le cadre classique par lequel on aborde la question des recettes et des dépenses d'une collectivité locale. Ce qui va être intéressant, c'est que là, on voit bien que quand on parle de ville, on parle bien d'une ville au sens d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Donc, on est vraiment dans une approche institutionnelle de la collectivité locale. Et le champ disciplinaire, c'est le champ des finances publiques locales.
Là, je vous ai mis, mais vous le connaissez tous, le budget principal de la ville de Paris, avec le fait, ses caractéristiques fondamentales, c'est les deux sections, fonctionnement, investissement, avec l'idée que finalement les dépenses d'investissement sont plutôt vertueuses quand les dépenses de fonctionnement le seraient moins, et puis des recettes, si on reste sur les recettes, qui proviennent majoritairement de la fiscalité locale, très largement des dotations et des compensations, notamment versées par l'État, et puis un certain nombre de recettes de gestion, notamment liées à des recettes tarifaires. Si on prend un peu de recul par rapport à ça, finalement, il me semble que, comme tout cadre comptable, en fait, eh bien, les finances locales, elles correspondent à une représentation du monde. Et cette représentation du monde qui est véhiculée par les finances locales, il me semble, alors je le dis de manière volontairement un peu radicale pour susciter le débat, mais il me semble que cette vision du monde qui est contenue dans l'approche finance locale, elle ne correspond plus à la réalité du paysage de la fabrique de la ville. Pour plusieurs raisons, c'est qu'elle est très collectivité centrée. En fait, elle a tendance à faire finalement de la collectivité le fournisseur principal des services aux habitants des villes. Alors quand je dis habitants, c'est habitants et entreprises, mais c'est pour simplifier le propos. Elle est très État tournée, c'est-à-dire que si on regarde effectivement les débats sur les finances locales, et les débats à la fois passés, mais également les débats sur... Il y a assez peu de prospective, en fait, sur les finances locales, hormis sur les sous-jacents économiques. Les questions, c'est la question, justement, des dotations qui sont versées par l'État aux collectivités, avec, lorsque, dans le sillage de la crise de 2008, on avait eu, au fur et à mesure des années, une baisse des dotations de l'État. En 2014, on avait les maires des grandes villes de France qui manifestaient justement contre la baisse des dotations de l'État. Là, vous avez vu que le rapport de la Cour des comptes est sorti hier avec un certain nombre d'économies qu'on vient de générer. Je pense qu'on peut faire l'hypothèse que cette baisse des compensations de l'État à destination des collectivités va se poursuivre prochainement et que donc la question va rester posée. Et puis, c'est des débats sur la fiscalité locale. Donc, très collectivité centrée, très État tourné, et aussi très largement axé autour de dépenses et recettes. L'enjeu, c'est comment on fait pour pouvoir équilibrer les deux. Donc, en termes de prospective, ce que je disais, voilà, si la prospective en matière de finances locales qui me paraît, pour le coup, finalement, assez peu développée et très largement centrée sur donc, ces questions de quels vont être les nouveaux impôts. Est-ce que demain, on va avoir une fiscalité locale assise que sur de la TVA, la question des compensations. Et puis, concernant la transition écologique et la transition numérique, elles commencent à être prises en compte timidement, alors à travers notamment les budgets verts, le budget climat, avec les travaux d'I4C sur comment justement flécher les dépenses vertes des collectivités, des réflexions déjà anciennes, je pense notamment au rapport Chevassiot-Louis sur l'approche socio-économique qui devrait être prise en compte, mais qui aujourd'hui ne percole pas complètement dans les budgets de la collectivité. Et puis sur la transition numérique, il y a notamment les travaux de Thomas Ezinger sur la question des grilles tarifaires à l'heure du numérique, avec, là je pourrais en reparler, la question de comment aujourd'hui, la manière par exemple dont on va déterminer l'impôt tient compte de ce qu'on va trouver aujourd'hui dans des pratiques en termes notamment de sur-mesure ou d'immédiateté. Est-ce qu'on peut encore, par exemple, demander à des contribuables de payer des impôts sur des revenus qui datent d'il y a 1 ou 2 ans qui précèdent, alors même qu'aujourd'hui, on voit bien que les tarifications à l'heure du numérique sont beaucoup plus fondées sur du sur-mesure et de l'immédiateté. Donc voilà, ça c'est l'approche finance locale. Et puisque je fais l'hypothèse qu'elle correspond à une vision du monde de la fabrique urbaine qui est dépassée, l'idée c'est de voir comment on peut la dépasser. Alors il me semble qu'une première approche, c'est d'acter le fait que la collectivité locale, la ville, eh bien, elle n'est qu'un des acteurs de la fourniture des services aux habitants des villes. Et qu'en fait, elle s'inscrit dans un écosystème d'acteurs beaucoup plus large, dans lequel on va évidemment retrouver tous les acteurs publics, donc l'État, les autres niveaux de collectivités, avec les départements, les régions, tout ce qui va être les syndicats mixtes, par exemple, Île-de-France Mobilité et l'ensemble des syndicats mixtes en charge de certaines compétences, par exemple en matière de traitement des ordures ménagères. Donc, il y a évidemment tout ce pavé public là qui est assez bien documenté. Il y a toute la question des satellites des collectivités locales, notamment des SEM, des SPL, des bailleurs sociaux, avec ici des vrais enjeux, c'est-à-dire qu'autant en comptabilité privée, la question de la consolidation, du périmètre de consolidation est quelque chose de bien connu, autant en matière de budget des collectivités locales, ces enjeux de consolidation sont relativement pris en compte. Et puis, il y a toute la question
alors pour faire simple, du privé sous contrat, donc des opérateurs privés, notamment de services urbains, qui vont intervenir soit dans le cadre d'outils de la commande publique de type délégation de services publics ou contrat de partenariat public-privé. Et puis enfin, il va y avoir finalement tous les opérateurs privés hors contrat qui peuvent rendre des services aux habitants des villes. Et là, notamment, on voit bien comment aujourd'hui les plateformes du numérique, qu'on considère que c'est une menace, une opportunité, délivrent des services aux habitants des villes lorsque Amazon propose de faire de la livraison de courses à domicile, ou lorsque des opérateurs de type Uber proposent des services de mobilité, ou lorsque des opérateurs de type Le Bon Coin deviennent des opérateurs de l'économie circulaire. Et puis, il y a aussi ces acteurs du numérique, mais il y a également tous ces acteurs associatifs, avec notamment une multiplication des structures d'économie sociale et solidaire qui délivrent aussi des services aux habitants des villes. Et donc là, la question, alors en termes de champ disciplinaire, c'est beaucoup plus vaste. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à appeler le champ de l'économie urbaine, mais qui n'est pas un champ disciplinaire à proprement parler. Et on va plutôt aller mobiliser des compétences en matière de commande publique, en matière d'économie de l'aménagement, d'économie de l'immobilier. Et ce qui va me paraître extrêmement important, et je le dis notamment puisque Stéphane Defaille va réagir tout à l'heure, ce qui me paraît très important, c'est cette question en fait de l'emboîtement des bilans et de l'inscription des bilans dans une chaîne d'acteurs. Donc évidemment, c'est le cas de l'aménagement. Si on veut comprendre en fait, par exemple, la question de la manière dont une collectivité locale va prendre en charge financièrement l'aménagement et la participation à la réalisation de logements, eh bien, il faut notamment évidemment prendre en compte qu'on a une chaîne d'acteurs qui va passer du propriétaire à l'aménageur, au promoteur bailleur, aux investisseurs propriétaires occupants, et que c'est bien une chaîne puisque les recettes d'un des acteurs sont les dépenses de l'autre, avec donc ici cet emboîtement des bilans selon la chaîne avec la méthode du compte à rebours, et puis aussi un vrai sujet qui est un sujet éminemment politique, parce que derrière la question c'est sur qui on fait porter finalement le financement d'un certain nombre, par exemple, d'espaces verts. C'est la question de ce qui est pris en charge par le budget de la ville versus ce qui est pris en charge par le budget de l'opération d'aménagement. Lorsque sur la ZAC Clichy-Batignolles, la ville a choisi de faire financer le parc Martin Luther King par le budget de la ville, eh bien, ça veut dire que ce sont les contribuables de la ville qui le payent et pas les seuls acquéreurs de programmes neufs sur l'opération d'aménagement. Et donc là, en termes de prospective, on voit bien que ce qui va être en jeu, c'est la question des nouveaux acteurs, du périmètre de consolidation. C'est aussi des prospectives beaucoup plus sectorielles. Pour ouvrir la question de la boîte noire du logement, il faut rentrer sur les sujets de densité, sur les questions de prix de sortie, sur les questions de mode de construction. Et puis, ça va être aussi le fait que de plus en plus, on a des hybridations sectorielles qui sont à l'œuvre. Du point de vue de la transition écologique, justement, pardon, je reviens en arrière, du point de vue de la transition écologique, ce qui va être véritablement en jeu, me semble-t-il, c'est la question de ce que Daniel Florentin appelle la bifurcation infrastructurelle. En fait, c'est la question de la place des réseaux, des grands réseaux urbains, dans la délivrance des services urbains, avec, on le voit, en fait, une tendance à une forme de miniaturisation d'un certain nombre de réseaux, d'autonomie par rapport aux réseaux qui, jusqu'à présent, constituaient le socle de délivrance d'un certain nombre de services urbains, notamment, par exemple, en matière d'eau, de déchets, de transport. Et puis, si on reste plutôt dans le champ de l'aménagement et de l'immobilier, c'est tous les enjeux de la sobriété. Comment les opérateurs en fait, vont pouvoir adapter leur modèle économique qui jusqu'à présent était largement fondé sur une hausse des consommations, alors qu'aujourd'hui l'injonction est à des politiques de sobriété. Et évidemment la question c'est par exemple comment les objectifs de zéro artificialisation nette vont percuter le modèle des aménageurs et des promoteurs. Et du point de vue de la transition numérique, là la question c'était plutôt la question de la multitude, les habitants, usagers, consommateurs qui deviennent producteurs, et donc qui sont capables en fait d'avoir des infrastructures distribuées. La somme des voitures en autopartage constitue une nouvelle infrastructure de transport distribuée. Et puis la question des agrégateurs de type plateforme qui sont capables justement d'agréger plusieurs services. Et puis, pour finir, le deuxième dépassement, c'est de dire, bon, là, on a pris acte du fait que la collectivité n'était qu'un des fournisseurs de services aux habitants des villes. Et l'idée, c'est de dire, si on veut penser la structure financière d'une ville à horizon 20 ans, au sens d'une ville, au sens ensemble des acteurs qui fournissent des habitants au service des habitants d'une ville, il faut une approche beaucoup plus systémique. Mais il y a un deuxième dépassement qu'on propose, et là je m'appuie très très largement très largement, complètement en fait, sur les travaux qu'on mène avec Espelia et parties prenantes. Ce sont des travaux qui sont publics, qui sont financés par l'ADEME, la Banque des Territoires et le PUCA, que vous pouvez retrouver en ligne sur un site internet dédié. On avait commencé en 2015 par la question qui paiera la ville de demain.
Et l'idée, et puis on a poursuivi sur qui gouvernera la ville de demain, sur la question plus spécifiquement des métropoles. Et là, donc justement, on est en train de travailler sur la question des modèles économiques de la sobriété. Fondamentalement, dans cette étude, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte, on importe les outils de l'analyse stratégique et qui nous invite à considérer qu'en fait, le budget d'une ville, ou comme je le disais, il est largement pensé en termes de dépenses et recettes, eh bien, en réalité, il doit être réfléchi de manière plus large, et notamment la matrice de modèle économique, qui est donc cet outil que vous connaissez, hein, qui a été développé par Osterwalder et Pigneur, invite en fait à élargir l'approche et à considérer que dépenses et recettes eh bien, sont d'abord fonction de la proposition de valeur, c'est-à-dire en fait de l'offre de services urbains que la collectivité souhaite rendre, et que ce travail sur la proposition de valeur, qu'on peut aussi appeler un travail sur la finalité, est extrêmement important parce que c'est lui qui va définir la nature du service que l'on veut rendre. Hein. Si par exemple je prends l'exemple d'un équipement sportif, c'est quoi la finalité d'un équipement sportif? Est-ce que ça va être de favoriser du lien social, de favoriser une pratique sportive, de faire mettre plutôt un objectif de santé publique? Et puis c'est une attention extrême portée à la manière dont on va pouvoir délivrer ce service, avec notamment la question des partenaires clés, la question des activités clés, la question des segments de clientèle, et puis la question des ressources clés. Et là, je vais juste m'arrêter là-dessus parce que il nous semble que c'est vraiment ici un levier majeur, c'est-à-dire que alors que les finances locales sont largement pensées en termes de flux, la question des ressources que constituent les actifs des collectivités locales doit, nous semble-t-il, mieux être prise en compte. Et quand on parle d'actifs clés ou de ressources clés, l'idée, c'est bien de raisonner non pas de manière collectivité centrée, mais encore une fois, en pensant le fait que la collectivité s'inscrit dans un écosystème d'acteurs. Et donc, l'idée, c'est de dire que les ressources clés que la collectivité doit valoriser sont celles qu'elle détient, mais qui constituent en fait des ressources essentielles au fonctionnement des acteurs de l'écosystème des services urbains. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de penser ce qui va être un actif clé pour la collectivité pour elle-même, mais bien ce qui est quelque chose de nécessaire pour fonctionner un certain nombre d'opérateurs. Et donc, mon exemple favori, hein, mais on pourrait prendre d'autres exemples, par exemple dans le champ scolaire, évidemment, c'est la question des gymnases, des équipements scolaires. Mais un exemple qui me paraît absolument majeur et qui a été finalement au cœur aussi de la pandémie, et je crois au cœur du questionnement justement de la PUR sur cette question de la structure financière d'une ville à horizon 20 ans, eh bien, c'est le constat que finalement, le trottoir et la bande de stationnement devient une ressource clé pour tout un tas d'opérateurs de la ville, alors qu'il s'agisse de la ville elle-même, parce qu'on voit bien que le trottoir et la bande de stationnement sont devenus l'espace pour permettre notamment d'avoir une ville résiliente et de pouvoir installer soit une extension des terrasses pour permettre aux terrasses de fonctionner, soit pour pouvoir installer des tentes pour se faire vacciner. Mais c'est également une ressource clé pour permettre la transition écologique, parce que c'est sur cet espace, sur cette portion d'espace public qu'on va avoir, par exemple, des nouveaux opérateurs. Je pense par exemple aux alchimistes hein, qui proposent en fait des micro-plateformes de compostage urbain. C'est là aussi qu'on va retrouver pour les opérateurs de déchets la possibilité d'installer des bandes d'apport volontaires de déchets. Et puis, c'est aussi une ressource clé pour tous les opérateurs de la logistique urbaine ou des nouvelles micro-mobilités, avec la question qui est que, de fait, le trottoir et plus spécifiquement l'espace pour stationner ces véhicules de livraison ou pour pouvoir accéder aux portes d'entrée des immeubles pour les livreurs Amazon, eh bien, c'est le trottoir et la bande de stationnement qui, aujourd'hui, ne fait pas l'objet d'une tarification. Ça veut dire que Amazon, aujourd'hui, utilise gratuitement cet espace mis à disposition par la ville, tout en générant des externalités négatives, sans le rémunérer. Et évidemment, en disant ça, hein, là j'ouvre une question qui est assez taboue, hein, qui est la question de la tarification de l'espace public, hein, puisque par principe, l'espace public doit être gratuit pour ceux qui l'utilisent, mais peut-être faut-il distinguer ceux qui l'utilisent, qui sont les habitants pour marcher, versus les opérateurs économiques qui l'utilisent et qui en tirent un bénéfice. En tout cas, là, j'ai pas de... Enfin, l'idée, c'est juste, me semble-t-il, que le débat doit être ouvert. Juste pour finir et lancer une petite provocation, c'est un urbaniste américain qui s'appelle Anthony Townsend qui disait « Et si demain, les villes à court d'argent échangeaient avec Amazon des droits d'accès privilégiés aux portes d'accès cochères des immeubles ?» En tout cas, ce qu'on peut considérer, c'est que le trottoir et la bande de stationnement deviennent une forme de nouveau quai de déchargement, voire de nouvelles barrières d'octroi, et devient la nouvelle frontière entre les économies locales et les économies transnationales, avec cette question de dire que non seulement c'est peut-être une source, pour revenir au point de départ, peut-être une source de financement supplémentaire de la ville, mais c'est aussi un levier de régulation majeur pour les collectivités, pour gouverner des nouveaux entrants dans la fabrique urbaine que sont ces plateformes du numérique.
Voilà, donc pour terminer ici, je vous ai remis en fait un petit tableau qui n'est pas encore dans la note, mais qu'on va rajouter, qui est un petit tableau comparatif de ces 3 approches. Approche finance locale, approche financière consolidée, approche modèle économique. Avec, encore une fois, l'idée que c'est vraiment ici quelque chose qui est très panoramique, mais du coup très parcellaire et qui doit clairement être approfondi. Et simplement, j'espère que ça pourra lancer un débat et peut-être une prise de conscience de s'atteler collectivement à une réflexion sur comment on refinance, comment on repense le modèle de financement de la ville, qui est, je pense, le sujet le plus politique par excellence. Merci. Un grand bravo, Isabelle. Magnifique. Un déjeuner copieux. Et vraiment, c'était passionnant. Encore plus passionnant que les fois précédentes où je sais que c'est un gros travail que tu as fait pour qu'on arrive en fait à partager ce sujet qu'on avait lancé un peu comme une chose en l'air. Et je sais que là où je suis contente, c'est que je pense que tu en as aussi, tu as trouvé là-dedans aussi des ressources nouvelles pour toi. Donc, ça, c'est très chouette. Donc, je ne vais pas entamer un débat avec toi parce que je pense que ça nous prendrait des heures et puis je ne suis pas à ton niveau. Mais on a sollicité des personnes pour réagir et je les remercie. J'espère qu'elles ont pris elles aussi un petit déjeuner copieux pour pouvoir répondre. Donc, peut-être pour commencer, Christophe Amoretti-Hannequin, donc pour France Urbaine, on avait échangé un tout petit peu pour préparer cet entretien. Et je sais que France Urbaine travaille beaucoup sur ces sujets de finances locales, mais plutôt à partir de l'approche fiscale, qui est une approche peut-être plus classique, à côté de ce que Isabelle vient de nous présenter. Mais je dirais qu'on n'est pas là pour faire des choix, mais pour explorer un champ qui reste un champ, on va dire, largement à défricher. Donc Christophe, à vous. Mais merci beaucoup, je tenais à vous remercier de m'avoir invité à participer à ce webinaire pour la qualité de l'intervention d'Isabelle Barraud-Sarfati, dont j'avais eu le plaisir d'ailleurs d'écouter une intervention lors des Journées nationales de France urbaine à Nantes en septembre dernier. Et je dois dire que c'est très intimidant d'intervenir juste après elle, tant sa présentation était extrêmement riche. Moi, je trouve que ce sont des travaux très rafraîchissants, je dirais même oxygénants, parce qu'ils permettent de dézoomer et puis d'ouvrir des perspectives là où les financiers, les collectivités sont souvent ramenés à des questions beaucoup plus terre-à-terre, je dirais, au quotidien, qui sont celles de comment est-ce que je vais boucler mon budget, comment est-ce que je vais financer mon plan d'investissement, et puis ramener aussi à la mécanique complexe du système de financement des collectivités aujourd'hui, parce qu'on peut dire qu'il est je ne sais pas si le terme est adapté, mais largement dysfonctionnel, étant même à devenir incompréhensible, tant on a empilé au fil des années des réformes qui n'avaient souvent d'autre horizon que de diminuer la pression fiscale de façon générale ou l'autonomie financière des collectivités. Mon dernier exemple, c'est la suppression de la taxe d'habitation, qui est une mauvaise réponse à une bonne question et qui a donné lieu à des réallocations de ressources fiscales entre strates, des rétrocessions de produits fiscaux nationaux, des mécanismes d'ajustement de ressources, toutes choses qui visent à limiter au maximum les effets de bord de la réforme, ce à quoi on parvient jamais tout à fait. Alors l'image qui me vient tout le temps en tête quand il s'agit de décrire ce qu'est le système de financement des collectivités aujourd'hui, moi je compare un espèce de réseau complexe de plomberie où on aurait sans cesse ajouté de nouveaux tuyaux au fil des années, en diminuant le débit d'un tuyau, réorientant une partie de la pression sur un autre, en provoquant parfois des fuites ailleurs, si bien que toute action ou intervention sur une valve provoque, je poursuis la métaphore, immédiatement des fuites sur une autre partie de la plomberie qui nécessite à nouveau une nouvelle intervention pour la neutraliser. C'est Brésil. Pardon ? C'est Brésil. C'est un peu Brésil, c'est une très bonne image. Je pense que, pour poursuivre sur l'image de Brésil, je pense qu'on est vraiment dans un système qui a perdu tout sens global, y compris dans sa cohérence avec les compétences qui sont exercées par les collectivités, et qui devient même incompréhensible pour ses acteurs principaux. Alors qu'il me semble que ça ne devrait absolument pas être une question qui relève des seuls spécialistes, parce que ça pose aussi une question d'ordre démocratique, qui est celle de l'appropriation du sujet par les citoyens pour leur permettre d'en débattre sereinement et de façon constructive. C'est quand même toujours compliqué de débattre de quelque chose dont on ne comprend pas, même si j'ai bien conscience que ça n'arrête pas tout le monde. Donc la contribution d'Isabelle Barraud-Sarfati est extrêmement intéressante parce qu'elle ouvre les horizons
et elle ouvre... elle repense de façon systémique, je dirais, la question du financement de l'action locale, en n'étant pas prisonnière de l'histoire, comme on l'est trop souvent lorsqu'on parle de fiscalité locale, mais parce qu'elle part des nouveaux usages, ce qui permet justement de recréer peut-être du sens et de la cohérence. Et c'est une façon de penser. Alors certes, évidemment, France Urbaine s'intéresse au quotidien aux questions fiscales, aux réformes des différents outils des dotations, mais on s'intéresse aussi beaucoup à comment repenser globalement et de façon systémique la fiscalité, le financement des collectivités. On n'est pas les seuls. Hein. Je relisais la semaine dernière une tribune de Luc-Alain Verviche, qui est le directeur des études de la Banque Postale, qui est aussi un ami, et qui disait, alors j'espère ne pas mal retranscrire son propos, hein, que le système financier local était à bout de souffle, faute d'avoir été réellement pensé à l'origine, et qu'il fallait non pas réinventer la fiscalité locale, mais penser la fiscalité de la décentralisation. D'ailleurs, il prenait pour exemple, et ça rejoint l'exemple de la taxe trottoir que vous évoquiez tout à l'heure, Isabelle, que le monde d'aujourd'hui, qui est marqué par la mobilité, on voit mal pourquoi en fait l'usage temporaire d'un espace pourrait pas être imposé comme l'est un usage permanent au travers de l'impôt foncier. Et je relie évidemment cette taxe trottoir. Alors, je ne résume pas votre exposé à ça, hein, mais c'est une idée qui a attiré mon attention. Et je trouve que c'est une piste extrêmement intéressante à l'heure de la généralisation de la livraison à domicile et l'émergence des dark stores dans les centres urbains. L'autre aspect, et j'essaierai de ne pas être trop long, l'autre aspect qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est que vous pensez le nouveau système de financement, non plus de façon, je crois que vous dites collectivité centrée et État tourné, c'est une belle formule, mais de façon consolidée à l'échelle des opérateurs urbains. Donc on pourrait dire territoire centré, et cette expression, elle me fait penser à autre chose, une autre approche qui est la comptabilité écologique dite multicapitaux ou CARE. Vous avez évoqué tout à l'heure les budgets verts, mais il y a aussi effectivement des organisations qui pensent à une modification plus profonde de nos systèmes comptables, je pense notamment à la charte de comptabilité écologique, et à la variante justement écosystème centré, hein, qui est un outil de gestion interorganisationnelle qui vise à mieux préserver les capitaux naturels, entendus au sens large, hein, donc ça peut être l'atmosphère, la rivière, le sol, la biodiversité du territoire, en se plaçant justement du point de vue de ce capital. Pardon Dominique, vous vouliez dire? Oui, parce que je voulais vous poser une question un peu plus directe, je dirais, parce que Oui. je vois qu'on partage tous cet intérêt pour ces perspectives, je dirais, puis cette organisation quand même, parce que l'intérêt de l'approche d'Isabelle, c'est qu'elle rerange les choses quand même. Elle nous met pas, elle dit pas flouf et puis débrouillez-vous, quoi. Il y a quand même l'idée de les ranger. Par contre, on avait échangé, il y avait quand même cette idée qu'il y a aussi en France quelque chose qui s'appelle les impôts, et que donc on pourrait mobiliser peut-être une partie de l'impôt sur le revenu au service des collectivités. Je crois que France Urbaine travaille là-dessus. Si vous pouvez nous dire un peu les pistes sur lesquelles vous travaillez en 2-3 minutes. Alors, en fait, Peut-être que je me trompe, mais Olivier Léandel alors m'avait suggéré ouais, ça. c'est difficile de répondre sur l'impôt sur le revenu en particulier, mais en fait, on travaille de façon générale sur la façon dont on pourrait réorganiser les impôts, y compris les impôts ménages en France, entre État et collectivité, mais en repensant aussi peut-être les compétences, c'est-à-dire quelles compétences sont exercées par quelle collectivité et comment est-ce que je peux trouver des ressources qui ne sont pas exclusivement d'ailleurs fiscales et qui soient parfaitement en cohérence avec le champ de compétences exercées. Ça m'est compliqué de vous répondre de Non, non, façon... mais c'était ce que je voulais vous entendre dire parce que je pense que c'est une autre source de financement en France. Enfin, c'est de l'argent qui circule. Et je vais prendre un exemple peut-être qui parlera aux gens qui nous écoutent sur la question de l'hébergement d'urgence, qui est à la charge de l'État et qui pour autant pèse aussi sur les collectivités. Oui, tout à fait. Par exemple, dans le genre, si on dit, pour reprendre les expressions d'Isabelle, quels sont les services qu'on offre, quelles sont les valeurs de ces services. Je prends volontairement quelque chose qui est moins attractif peut-être que la bordure de trottoir ou d'autres services dans la ville, mais qui pour autant a un coût et exerce une pression très, très importante sur l'habitant de n'importe quelle collectivité quand il se retrouve confronté à ça.
Peut-être qu'on y reviendra. Je ne sais pas, Christophe, si vous voulez rajouter encore un petit mot, mais on Non, aura je pense que j'en étais où avant de me poser la question. Je crois que je parlais de comptabilité écologique. Oui, donc le parallèle que je faisais, hein, c'est que vous disiez qu'est-ce que c'est que la structure de financement, enfin, quelle sera la structure de financement des collectivités à l'horizon 2040 qu'est-ce que c'est qu'un budget des collectivités? Et ce que je voulais dire, c'est on peut aussi se poser la question du point de vue de la comptabilité. C'est quoi la comptabilité? Et qu'est-ce que ça doit mesurer à l'heure où, comme vous le disiez tout à l'heure, la nature est devenue rare et l'être humain abondant. Voilà, bon, on pourra peut-être Ouais, y merci revenir. beaucoup. Camille, allez, donc merci. Je vois que vous avez accepté de participer à cette table ronde. Donc, vous êtes chef de bureau à la direction des finances de la ville de Paris, dont Isabelle a montré un des tableaux budgétaires, qui sont toujours des chiffres très impressionnants quand on les fait apparaître. Isabelle Barraud-Serfati appelle à sortir d'une vision auto-centrée et puis peut-être d'une certaine façon explore des méthodologies qui sont plutôt issues du privé. En gros, c'est quoi? On dépense de l'argent là, mais comment est-ce qu'on a analysé la valeur générée par cette dépense? Comment on arrive à quantifier tout ça, sachant que dans une ville, les choses sont compliquées parce qu'il y a beaucoup de valeurs décalées dans le temps. On a cette question de l'immédiateté de la recette, qui est quelque chose de difficile pour les collectivités qui ont ça, diffère un tout petit peu du monde de l'entreprise, et encore que pas toujours. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui travaillent en valeur décalée. Donc Camille, à vous. Merci de me donner la parole. J'avais effectivement plusieurs réactions. Une première qui tenait à quelque chose qui me semble important dans ce que vous rappelez, Isabelle, c'est la question de savoir ce qui est financé ou pas par les collectivités. Et quand on est dans la gestion du quotidien, on oublie parfois de se poser cette question, à savoir qu'est-ce qui relève du rôle de la collectivité à un moment donné. Et donc, qu'est-ce qu'elle décide de payer? Qu'est-ce que les élus décident de financer et de ne pas financer? Question qui appelle des réponses qui peuvent être variées dans le temps, puisque quand on est à un moment de crise, par exemple, ou au tout début d'un marché, d'un besoin qui émerge, je pense en termes de crise au rôle des collectivités pour distribuer des masques, pour distribuer des équipements, pour distribuer des repas pour les scolaires, etc. Qui est important à un moment T, mais qui n'a pas forcément vocation à se prolonger. Et donc, ça suppose par ailleurs de réinterroger une dépense qui, une fois qu'elle est faite, peut avoir du mal à être ce qu'on peut appeler désoclé, c'est-à-dire, voilà, il y a une sorte d'effet cliquet qui peut jouer. Donc, ça appelle à réinterroger le stock de ce qu'on fait, avec cette idée que ce qu'on fait à un moment T, ben, peut-être que dans 10 ans, ce sera financé par d'autres acteurs. Je pense par exemple à Vélib, qui a été très largement financé par des ressources publicitaires, publiques, etc. Bah, à terme, est-ce qu'on continue, on ne continue pas? En tout cas, votre approche permet de se rappeler qu'il faut se poser cette question, ce qui me semble important quand on gère une collectivité. Alors là, j'ai plus en termes de... C'est plus une question que je voudrais poser pour justement continuer ensuite le débat. Je pense qu'on est passé... Alors, on a dans les collectivités une approche systémique, puisque quand... enfin, en tout cas, au moins en partie, quand on réalise des concessions, des délégations, qu'on décide de faire en régie, on se pose la question de qui va payer quoi et du bilan général d'équilibre financier d'une opération. En revanche, celle du modèle économique, effectivement, on l'a moins, puisque c'est une importation d'une réflexion qui est clairement développée par le privé. Donc on peut se poser la question de... En fait, jusqu'à quel point est-ce qu'on l'applique dans le public, parce que ça peut permettre de nous décentrer, de nous poser les questions différemment. Mais dans quelle mesure une collectivité, elle assume qu'on est dans un monde où tout prend de la valeur, une valeur financière? Et dans ce cas-là, oui, la collectivité locale, elle est une actrice parmi d'autres dans ce monde-là.
et elle ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Donc elle se positionne en tant que telle, et donc elle accepte de donner une valeur financière aux trottoirs, aux équipements sportifs, etc. Ce qui n'est pas du tout la grille d'analyse et la manière de penser dans une collectivité. Donc, au-delà d'un changement de grille de lecture, c'est un changement de paradigme et psychologique qui est très, très fort, très important, avec voilà, un gros présupposé à l'origine. Donc, je pense qu'il faut en avoir conscience si on l'applique. Et je m'interrogeais sur justement sur les valeurs clés. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu dans la discussion au-delà du trottoir qui est déjà qui est hyper riche parce que ça implique plein d'acteurs. À quoi d'autre est-ce qu'on pourrait penser en termes de valorisation de ressources clés? On avait discuté un petit peu par exemple des toits, mais est-ce que si on pousse encore à l'extrême, la qualité de l'air, on pourrait considérer que c'est une ressource clé sur laquelle la collectivité peut avoir une action. Et mon troisième point était plutôt sur en fait, qui finance la ville en termes d'ordre de grandeur. Christophe le rappelait, on a quand même une grande part des dépenses des collectivités qui sont financées encore aujourd'hui par de l'impôt. Alors de moins en moins par de l'impôt direct local. On est plutôt dans une tendance historique à une nationalisation des impôts mis à disposition des collectivités, une réduction des recettes qui proviennent de la fiscalité directe locale. Mais on a quand même encore une grande partie des ressources qui proviennent de ces impôts. Pour Paris, les droits de mutation à titre onéreux, c'est toujours de l'ordre d'1,5 milliard. La taxe foncière de l'ordre d'1 milliard, pardon. La TVA de l'ordre de 675 millions. La CVAE à peu près pareil, 500 millions. La CFE de l'ordre de 300 millions. La taxe de séjour entre 80 et 100 millions. Donc ça fait vraiment des grosses masses. Et donc la question d'autres financements, pour moi, elle se pose parce que c'est aussi là que les collectivités vont pouvoir trouver des marges de manœuvre financières et d'autres manières d'agir. C'est pas seulement un levier financier, mais c'est aussi un levier de régulation et de gouvernance urbaine. Mais le gros, la masse des fonds, elle reste quand même, en tout cas actuellement, sur des recettes qui sont plutôt fiscales. D'où une question ensuite, qui est-ce qui paye entre l'habitant particulier, l'entreprise, sachant que derrière des entreprises, il y a des particuliers et des actionnaires. Donc peut-être que la dichotomie, elle ne vaut pas tant que ça finalement. Et l'usager de la ville, qui soit une entreprise ou un particulier. Merci Camille, je pense qu'il y a pas mal de questions. J'ai envie, avant de vous laisser échanger, parce que je vois Isabelle qui est prête là, je voudrais donner la parole à Stéphane Defaille, si ça ne vous embête pas, justement parce que Camille, vous avez cité les DMTO, 1,5 milliard, donc cette capacité à muter. Et avec Stéphane, on échangeait, on disait, mais en fait, avec la tendance à faire des gros objets dans la ville, on réduit les capacités de mutation sur le foncier lui-même. Donc, comment on fait? C'était une tendance qui a beaucoup séduit le monde de l'immobilier. Et en fin de compte, on se retrouve avec des gros paquets qu'on ne sait pas faire muter tant que ça. Donc, en fin de compte, la recette, elle est allée dans le monde privé 100%. Elle ne revient pas à la ville. Mais je pense que tu as beaucoup d'autres choses à dire. Et il va nous rester du temps pour échanger. Ne vous inquiétez pas. Toi, Stéphane. Et merci pour votre présence à tous. Merci beaucoup Dominique. Alors, tout d'abord, une ou deux réactions notamment sur la présentation d'Isabelle et après quelques éléments de complément vu de la perspective qui est la mienne, c'est-à-dire celle d'un aménageur. Un aménageur, par définition, c'est celui qui n'exploite pas en continu la ville, mais qui contribue à sa transformation.
Donc, on a un rapport forcément avec cette question qui est partiel, mais qui est très, très imbriqué. Isabelle, tu le montrais dans ta présentation assez justement, avec l'ensemble d'une chaîne d'acteurs dans la fabrique et le fonctionnement de la ville. Tout d'abord, dire que je pense que ce raisonnement par la proposition de valeur et par le modèle économique, effectivement, ce travail extrêmement intéressant d'Osterwalder et de Pigneur me semble particulièrement fécond dans les sujets urbains, et y compris au-delà d'une financiarisation des modèles. C'est-à-dire que ce raisonnement-là permet certes d'identifier qui paye quoi et pourquoi, mais permet y compris de regarder sur d'autres modèles et d'autres typologies de ressources que les simples ressources financières. Et notamment par rapport aux ressources clés que peut produire la ville, on n'est pas que dans une vision financière, et c'est important. Et pour autant, c'est un outil qui permet, y compris, de trouver des modes de financement. Je vais en donner une illustration très précise, expérimentée sur Bordeaux dans une vie antérieure, où la collectivité, la métropole en l'occurrence, avait une problématique assez classique de PPI, et avait fait des arbitrages, notamment sur un moratoire sur la création de nouvelles piscines. Il faut savoir que l'offre en matière de piscine sur la métropole de Bordeaux est plutôt en retrait par rapport à d'autres collectivités comparables. Et donc, à un moment donné, la question s'était posée de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui manque? Et ce qui manquait, c'était essentiellement des créneaux pour des clubs sportifs et pour du scolaire. Et à partir de ce constat, donc finalement, de se dire quelle est la proposition de valeur que la collectivité souhaite voir offrir aux habitants, mais finalement qui ne mobilise qu'un laps de temps assez faible sur le temps de vie d'une piscine, a pu être bâti un modèle de financement 100% privé en investissement, mais aussi en fonctionnement, à partir d'un acteur qui savait utiliser les autres temps de vie de la piscine. Et c'est vraiment ce raisonnement au travers de l'analyse de la proposition de valeur que la collectivité souhaitait offrir par rapport à ses habitants, au sens large, comme Isabelle l'évoquait, y compris entreprise, qu'a pu finalement être sorti un objet très traditionnellement public, d'un raisonnement public, et surtout a réussi à être bâti un modèle économique 100% privé, le chantier de la dite piscine étant en cours aujourd'hui, et la piscine ayant été reprise par l'UCPA, qui est un acteur par ailleurs pas inintéressant, parce qu'on est quand même à la frontière entre un acteur public pur et privé pur. Mais je voudrais revenir sur un point qui est à la fois implicitement présent dans beaucoup des éléments qu'Isabelle, tu as présentés, mais qui mérite peut-être d'attirer l'attention dessus. C'est le facteur temps. Moi, j'ai été très frappé. Je viens pas du tout du monde de l'immobilier ni de l'urbanisme. Je viens du monde de la construction navale militaire. Et quand on travaille sur un projet de frégate, par exemple, pour la France, la première chose qu'on prend en compte, ça va être les coûts de démantèlement des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'un bateau de guerre, vous ne le savez peut-être pas, mais il se démonte et se remonte entièrement tous les 7 ans. Donc cette question du démantèlement et de la fin ultime, du recyclage, elle se pose en fait durant toute la durée de vie. Et donc on est dans une analyse en cycle de vie dès la conception de manière systématique. Sujet qui finalement, quand on fabrique la ville, est excessivement peu présent. Sauf peut-être dans le champ que Camille Allais évoquait tout à l'heure, des délégations de services publics, où cette dimension est quand même intégrée d'une certaine manière. Et cette question du raisonnement sur la création initiale, l'exploitation future et le recyclage est finalement une chose qui est assez peu présente dans notre manière à la fois de concevoir la ville et surtout de le mettre en œuvre. L'arbitrage entre qu'est-ce qu'on dépense en investissement et qu'est-ce qu'on va dépenser en exploitation est rarissime en réalité.
Il y a quelques exemples là-dessus. J'ai en tête, et c'est l'occasion de saluer Raphaël Catonnet, puisque j'ai aperçu que depuis Toulouse, il nous suivait là. La défense est un exemple assez intéressant de ce point de vue-là, puisque historiquement, l'EHPAD avait à la fois créé, mais exploitait aussi l'objet technique qu'est la défense. Ce qui a amené des choix, par exemple, sur les réseaux, d'avoir des réseaux qui étaient tous intégrés dans des galeries techniques, où on pouvait se mouvoir à hauteur d'homme, et donc qui veut dire en termes d'exploitation, de coûts d'exploitation futurs, des choses très intéressantes. On peut réparer beaucoup plus facilement. On a un coût d'entrée qui est beaucoup plus faible. Alors, ça a aussi un lien avec la spécificité de l'objet des défenses lui-même. Mais dans d'autres cas, moi j'ai été confronté à un arbitrage de ce type à Bordeaux très intéressant. On avait la capacité de capter les eaux d'arrosage des espaces verts dans des nappes affleurantes, mais très ferrugineuses. Et la question qui était posée, c'est que traiter cette eau coûtait horriblement cher en termes d'investissement initial. Sauf que ça permettait d'avoir une économie drastique, alors une économie à la fois financière, mais aussi en termes de ressources mobilisées, si on pouvait avoir ce traitement. Il y avait, on était sur un surcoût qui était de l'ordre de 2 millions d'euros pour l'aménageur, mais qui permettait de générer 3 millions d'euros d'économies en exploitation future. Donc la question de l'allocation de cette économie future dans l'investissement initial a permis, en l'occurrence, parce qu'il y a eu une discussion intelligente entre la collectivité et l'aménageur sur le sujet, a permis de mettre en place ce système. Mais malgré tout, c'est assez rare ce que j'évoque ici, ne serait-ce que parce qu'il y a une segmentation naturelle entre des différents métiers, liée d'abord à la complexité, auquel se rajoute aussi une question de décroisement des compétences entre les différentes strates de collectivité et d'intercommunalité. L'autre arbitrage qui est rarissime, c'est celui entre l'investissement et le recyclage futur. Et celui-là aussi, il est très très important. Parce que, et on le voit encore plus aujourd'hui, je pense qu'on le voyait dans le passé, où on s'attaque aux friches, on voit bien le coût d'entrée qu'il y a dans une friche. Et là aussi, il y a quelques exemples que l'on a, en réalité qui sont des exemples qui n'ont pas été réfléchis, mais qui se sont révélés puissants et féconds, je dirais presque un petit peu par hasard. Je vais reprendre l'exemple de la défense, qui est très parlant. La défense, vous le savez peut-être, l'ensemble des bâtiments sont vendus en volume. Dit autrement, l'air qui entoure un bâtiment, l'air qui surplombe un bâtiment, est un air qui n'appartient pas au propriétaire du bâtiment. Ce qui veut dire que dès qu'il y a des travaux qui vont amener à épaissir une façade de quelques centimètres, rapidement, c'est une ressource nouvelle qui permet d'être réinvestie dans l'exploitation ou la mise à niveau de l'objet ville en lui-même. Et ça peut aller très très loin. Quelques centimètres de façade peuvent coûter 1 million d'euros assez rapidement à la défense. Il y a un autre exemple qui est assez curieux, mais qui fonctionne très bien, c'est la ZAC Paris Nord 2, qui est une ZAC extrêmement ancienne, où le foncier est resté les fonciers publics n'ont pas été rétrocédés à la collectivité pour plein de raisons. Donc, ils sont propriétés d'une ASL. Et le double mécanisme à la fois de cette propriété collective par les acteurs qui gèrent ce site, plus l'existence de la ZAC qui permet de lever des participations d'urbanisme, permet en fait finalement d'avoir un cycle de réinvestissement permanent qui n'est pas financé par l'impôt, mais exclusivement par les recettes du recyclage permanent de ce secteur. On commence à y venir à ça, et je finis juste là-dessus. On commence à y venir, et on voit que la réflexion sur les OFS et les BRS peut être assez féconde dans ce domaine. Et je pense qu'il y a au-delà du cas particulier de ces produits de logement, il y a des choses intéressantes. Nous réfléchissons aujourd'hui à avoir des zones d'activité économique intégralement en bail à construction,
de façon à anticiper le recyclage futur également. Et de façon générale, l'intégration, et je reviens vraiment sur cette question du raisonnement en modèle économique et pas simplement en statique et en annualité, finalement, c'est un moyen qui permet aussi d'intégrer la question des usages et la manière dont les usages sont soit mobilisés pour financer la ville, soit au contraire, la ville est mobilisée pour financer ses usages. Il y a un vrai sujet, je pense, là-dessus. Prendre un exemple, la différenciation des loyers sur les socles actifs des villes. En réalité, c'est un raisonnement en proposition de valeur. Qu'est-ce qui justifierait autrement d'avoir une stratégie qui permette de minorer un loyer pour une association ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, si ce n'est que l'on considère que la valeur qui est apportée par cet acteur est supérieure à un autre acteur qui, lui, va être mobilisé pour financer dans une logique de loyer, par exemple, moyen à l'échelle des socles. Cela dit, on a quand même aujourd'hui des freins juridiques extrêmement forts pour passer à l'acte réellement dans ces domaines. Le premier frein étant le droit de propriété, qui a une valeur extrêmement élevée au titre de la Charte européenne des droits de l'homme, et dont on voit bien que les restrictions, parce que malgré tout, quand on contraint un propriétaire à avoir un loyer différencié pour différents types d'acteurs, c'est une restriction du droit de propriété, ne peuvent pour l'instant qu'être inscrites dans un temps court, c'est-à-dire la dizaine d'années, alors que la question de la ville est forcément sur le temps très long. Donc voilà quelques éléments de réaction et de pistes un petit peu, ou d'éclairage complémentaires, vus vraiment d'un point très particulier qui est celui de l'aménageur. Merci Stéphane. On a le sentiment que, en fin de compte, les opérations d'aménagement pourraient déjà être le premier lieu d'expérimentation ou de mise en place d'un certain nombre d'éléments diffractants, je dirais, ou disruptifs dans cette chaîne économique qui est quand même très installée. On a le sentiment quand même de quelque chose qui est très installé depuis l'après-guerre, en fait, tout simplement. Et souvent, on nous pose la question de Vienne, et en fin de compte, Vienne possède une énorme partie de son patrimoine, contrairement à Paris, qui est en fait une ville de copropriétaires, comme on a. Bon, c'est un raccourci, hein, mais je ne sais pas si Clément Fourchier, peut-être vous réagirez un peu plus tard. Isabelle, je pense que tu as envie de réagir. Et puis, il y a une question dans le chat qui est assez drôle. L'arbre peut-il gagner la bataille sur la voiture ou sur la place du stationnement? C'est un débat qui a beaucoup occupé les dernières municipales à Paris. Mais on y reviendra dans la conversation. Peut-être, Isabelle, je te redonne la parole si tu as envie de réagir un peu. Et puis, n'hésitez pas, Christophe, Camille, bien sûr, et Clément. Peut-être pour ne pas être trop longue, d'abord merci pour toutes ces contributions je pense qui montrent que justement il y a vraiment un intérêt à réfléchir collectivement sur ces sujets parce qu'ils sont à la fois essentiels et très mouvants. Peut-être j'aurais envie de répondre notamment aux questions de Camille et puis justement à la question de l'arbre parce que je crois qu'elles sont liées. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'approche modèle économique, c'est pas un choix. Enfin, c'est pas l'idée de dire il faut externaliser ou confier au privé. C'est pas du tout cette approche-là, en fait. C'est une approche qui, pour moi, est plutôt de l'ordre de rendre possible un questionnement. Et de rendre possible un questionnement, notamment sur la question des finalités, donc des finalités de tout acteur, qu'il s'agisse d'un acteur privé, parce qu'effectivement, ce sont des outils qui traditionnellement sont plutôt utilisés par les acteurs privés, mais cette question des finalités, me semble-t-il, s'applique de la même manière et peut-être de manière encore plus nécessaire pour un acteur public. Donc, c'est déjà, cet outil-là, c'est d'abord, je crois, une grille de lecture pour se poser des questions. Ensuite, la question de l'allocation, la question de l'importation d'outils du champ de l'analyse stratégique dans le champ de la fabrique urbaine. En fait, c'est fondamentalement la stratégie, l'art d'allouer des ressources rares pour obtenir, puisque c'est issu du champ militaire, pour obtenir traditionnellement un avantage sur un champ de bataille. Donc là, ce n'est pas le champ de bataille, mais on va dire c'est l'allocation des ressources rares dans un monde qui est fini, en fait. Et on voit bien que ces ressources rares, aujourd'hui, elles se posent de manière d'autant plus criante que c'est la question de la biodiversité, c'est la question du foncier qui est une ressource rare, c'est la question de l'argent public qui est une ressource rare, et c'est la question, me semble-t-il, justement du trottoir qui, sous l'effet de la multiplication des occupations, devient une ressource rare.
Alors, ensuite, les travaux qu'on mène avec Tespelia et parties prenantes, précisément, ils s'inscrivent dans cette optique de réarmer la puissance publique. C'est vraiment l'idée de dire il y a finalement deux manières de faire. En fait, soit on considère que le monde ne change pas. Après, la question, c'est la question qui m'interroge davantage, c'est effectivement le fait de donner une valeur à tout. Donc voilà, ça c'est une question. Là, moi j'ai appris, et là récemment, alors je ne l'utilise pas, mais la personne avec qui j'ai discuté l'utilisait, c'est l'application, c'est une application qui s'appelle WeWord, qui permet en fait, plus vous marchez, eh bien vous gagnez des bons cadeaux pour avoir des réductions dans un magasin, dans une librairie ou un magasin. Voilà. Alors est-ce qu'effectivement il faut considérer que parce qu'on marche, enfin, je pense que c'est un vrai débat. Est-ce que parce qu'on marche, c'est bien d'avoir des bons cadeaux? Est-ce que c'est le capitalisme qui prend la marche, en fait, et qui... Enfin, c'est la critique du néolibéralisme, hein, c'est le capitalisme qui saisit du tout et qui donne une valeur marchande à tout. On a vu les mêmes débats sur est-ce qu'effectivement, c'est très bien de dire que des plateformes comme Airbnb permettent d'activer des actifs sous-utilisés de manière momentanée, mais on peut aussi considérer que c'est la fin de la chambre qu'on prête à ses amis lorsqu'ils viennent. Voilà. Donc ça, c'est des vraies questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Simplement, je me dis que tant qu'à faire, autant plutôt aborder des sujets que les autres n'abordent pas, en fait, faire plutôt l'irritant que aller dans le consensus mou où on va dire il faut planter des arbres partout parce que ça, tout le monde est d'accord. Mais alors justement, pour défendre les arbres, moi je pense que cette idée de considérer que le trottoir a une valeur, c'est précisément prendre la défense de l'arbre, en fait. Parce que si on considère, en fait, si on ne prend pas conscience de la valeur du trottoir, et si notamment les collectivités locales ne prennent pas conscience de la valeur du trottoir, ce qui va se passer, c'est que d'autres acteurs, eux, en ont parfaitement conscience, en fait. Et donc demain, le trottoir n'aura pas sa place, l'arbre n'aura pas sa place parce que précisément les collectivités n'auront pas prêté suffisamment attention à cette valeur-là. Voilà. Donc encore une fois, je réponds de manière un peu directe, mais pour dire que moi évidemment, il y a plein de questions qui se posent, hein, mais je crois qu'en tout cas, il y a vraiment aujourd'hui des prises de conscience que encore une fois, que si les collectivités ne prennent pas conscience qu'il y a des nouveaux acteurs avec des nouveaux modèles économiques qui ont besoin de ressources clés et qu'ils vont les prendre si les collectivités ne régulent pas ou n'encadrent pas assez, là, je pense qu'il y a une vraie menace. Et puis, juste sur la question public-privé, enfin, je la cite toujours, mais moi, j'aime bien, enfin, sur la question des finalités, vous savez, c'est de lire le rapport public-privé, enfin, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est comme le partage de l'orange, hein. Vous connaissez peut-être cette métaphore en négociation, c'est deux sœurs qui se partagent une orange. Alors, qu'est-ce qu'elles font, en fait? Elles la coupent en deux, en fait. Mais c'est un peu idiot, parce que si elles avaient discuté, elles se seraient rendues compte qu'il y en avait une qui voulait faire un gâteau et avait besoin du zeste, et l'autre voulait faire un jus. Et simplement, en fait, par l'expression des finalités, la compréhension des finalités de l'autre, finalement, ça permet que chacun ait la totalité de l'orange. Voilà. Et je pense que c'est très clair. Ça veut bien dire qu'il faut ouvrir un espace de discussion sur un sujet qui, aujourd'hui, n'a pas d'espace de discussion. Et je voudrais juste répondre à Laura Vonnuet. Aujourd'hui, l'important, c'est qu'on met l'arbre sur la place de stationnement. Il est déjà sur le trottoir, mais là où il y a une ambition supplémentaire, c'est qu'en plus, on veut le mettre sur la place de stationnement. Je vois Clément qui hausse la tête, mais Stéphane et Camille et Christophe, donc je ne sais pas, Clément, si vous voulez dire quelques mots ou si vous attendez la fin, je ne sais pas. Non, mais je me prêterai à cet exercice un petit peu de synthèse, de conclusion, si vous voulez, à la toute fin. Donc, effectivement, Ouais, je pourrais avoir des choses à dire, mais j'essaierai de les partager avec vous tout à l'heure. Super. Stéphane, Christophe, Camille, vous voulez réagir à ce que vient de dire Isabelle? Moi, je retiens quand même, faut-il donner une valeur à tout, mais avant même de dire ça, c'est quand même quel espace on peut fabriquer pour, en fin de compte, travailler à bilan ouvert. C'est un peu aujourd'hui la discussion qui se passe avec les promoteurs et il y avait du vocable de la guerre, mais tout le vocable de l'urbanisme est un vocable guerrier, ne serait-ce que le mot planification. Donc, de fait, on est en train, pour le coup, de changer de vocable pour être dans quelque chose qui est plus un échange, avec un échange, et comme tu le disais Isabelle, dont la valeur peut changer en fonction de la période. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la chronotopie d'usage, qui en fin de compte donne des valeurs supplémentaires parce qu'elle donne des possibilités supplémentaires sans pour autant augmenter l'espace concerné par cet usage. Et quand on dit plus de services avec moins d'équipements, on augmente des valeurs. Et c'est ce que tu as décrit, Stéphane, avec la piscine, tout simplement. On a un équipement et on le fait vivre un peu plus longtemps que ce qu'il vivrait s'il n'était consacré qu'à un type d'usage. Donc moi, je pense que c'est des choses intéressantes. J'avais envie de vous interroger sur si on disait on fait l'étape d'après de cette discussion, parce que quand on a
envoyé en fait l'information sur la conversation de ce matin et le travail d'Isabelle, tout le monde nous a dit: «Ah oui, oui, mais ça, c'est vraiment au cœur de nos sujets, il faut continuer, il faut qu'on s'en occupe, il faut faire quelque chose». Donc la Pure n'a pas vocation à tout faire, loin de là et de ce côté-là, on est très transparent. Comme Isabelle, comme tu le disais très justement, tu prends des travaux des uns et des autres et tu te sens à la fois légitime et illégitime dans ton propos. Moi, j'avais envie de vous interroger sur, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment avancer concrètement? Nous, on a ce laboratoire prospectif, il a été installé dans le cadre d'un observatoire de l'économie parisienne qu'on a installé pendant la crise, en se rendant compte qu'en fait, il y avait pas de suivi précis de l'économie parisienne. Or, vu son importance, ça paraissait quand même un peu curieux. C'est normal puisque l'économie est au niveau régional, comme vous le savez. Cela étant, il tourne et beaucoup de personnes, en fait, sont intéressées par, des exemples aussi qui pourraient naître d'une collectivité sous pression, comme est la collectivité parisienne ou aussi, des exemples qui peuvent venir d'autres situations. Tu en as décrit Stéphane, mais je pensais même, au Grand Paris Express, à ce qui est en train de se passer avec un rééquilibrage de qualité, on va dire, sur un territoire qui va faire 700 km², qui donc, comment il est une source de valeur partagée? On a toutes ces questions. Donc moi, la je pense que les questions, on commence à pas mal les connaître, mais par contre, Mmh. le mode opératoire, tu vois, sur l'aménagement, Stéphane, tu as proposé plusieurs solutions déjà. Donc, on voit que le monde de l'aménagement, le monde de l'immobilier, il a commencé à comprendre, il est en train de fabriquer quelque chose. Le monde de la collectivité, pas encore. Ou alors, Camille, peut-être qu'il y a des exemples qui peuvent permettre de comprendre que oui, on commence à le faire, je ne sais pas. Et Christophe? Moi peut-être, enfin, si je puis Ah, ça y est, me permettre, en tu as fait, déclenché une réaction chez en notre entendant sage. tout ce qui s'est dit, oui, alors vraiment, enfin, intervention sans prétention après toute l'extrême richesse de tout ce qui s'est dit avant et la densité, enfin, voilà, des propos de chacun. Je me dis peut-être que ce qui pourrait être apporté à la collectivité, enfin pour la réflexion, c'est finalement de se dire, aujourd'hui, il faut sortir des solutions et peut-être que le besoin, ce serait de travailler sur une sorte de cahier des charges finalement, heu, de ce que pourrait être une nouvelle approche, de la finance publique locale. C'est-à-dire pas exprimé en termes de solutions, mais exprimé en termes de quels sont nos besoins, quelles sont nos attentes, nous, acteurs de la ville, vis-à-vis des personnes qui, dans des bureaux, à Bercy ou je ne sais pas où, sont chargées d'édicter les règles de la comptabilité publique. Et donc de resituer finalement le débat, sous l'angle des fins, avant de le positionner sous l'angle des solutions techniques. Parce que ça a été très bien dit par Christophe tout à l'heure. On a le sentiment aujourd'hui, et je pense qu'il y a autour de la table il y a un certain nombre d'experts, évidemment Camille, Christophe, etc., qui ont déjà eu l'occasion de plonger assez profondément dans ces questions de finances publiques locales. Et en fait, on a l'impression d'une complexité sans fin, hein. Sincèrement, on découvre en permanence des subtilités, puis en plus ça change tout le temps. Voilà. Et donc, il y a un vrai souci de stabilité, d'intelligibilité de tout ça. Et donc peut-être que le travail, enfin, pour répondre à votre question, Dominique, qu'est-ce qui pourrait venir après? Ce serait autour d'un certain nombre d'idées clés, de dire, ben, voilà, quelles seraient nos attentes, nous, vis-à-vis de la comptabilité publique locale. Moi, j'ai retenu trois grandes idées. Bon, il y a cette idée du territoire, finalement. Euh, à quelle échelle territoriale finalement il faudrait pouvoir travailler et comment prendre en compte la diversité des acteurs qui interviennent sur la question de l'intérêt général sur un territoire donné et comment finalement arriver à dégager une vision de l'économie, de l'intervention de ces différents acteurs. Euh, donc là, il y a peut-être déjà un premier pôle, le territoire et le qui sur ce territoire. Ensuite, il y a la question de la socio-économie, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, quand on prend, et avant de venir à cette réunion, là, j'avais regardé un peu l'histoire de la comptabilité publique, et en particulier la comptabilité publique locale, ça n'est que en fait une succession d'ajustements sur la base d'un certain nombre de choses qui ont été posées à la charnière entre l'ancien régime et le nouveau, c'est-à-dire au moment de la Révolution et de l'Empire. Et depuis, les choses se sont voilà, euh,
sont restés vraiment sur ces bases-là. Et donc, on pourrait se dire, enfin, voilà, est-ce que les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui, voilà, à l'époque, ont présidé à la distinction entre section de fonctionnement, section d'investissement, distinction ordonnateur-payeur. Qu'est-ce qu'on voulait dire quand on mettait annualité budgétaire? Qu'est-ce qu'on voulait défendre, on va dire, derrière cette notion d'annualité budgétaire? Enfin, voilà, en fait, tout a été construit autour d'un certain nombre de principes de ce type-là, qui avaient été posés sans doute pour de bonnes raisons, mais on en a totalement, enfin, largement perdu, on va dire, la signification. Et donc, voilà, réexprimer finalement, en termes de cahier des charges, quelles seraient aujourd'hui, selon un collectif, les valeurs finalement à essayer de défendre dans le cadre d'une nouvelle vision de la comptabilité publique au sens large. Et effectivement, donc pour revenir ensuite sur la question de la proposition de valeur, voilà, moi j'ai le sentiment que dans toute la gestion publique, il y a un vrai déficit d'approche socio-économique, hein. Il y a des approches comptables, mais la notion socio-économique, elle est un peu délaissée. Et c'est vrai qu'à travers les travaux réalisés dans le cadre de l'étude sur les nouveaux modèles économiques, à travers l'usage, on va dire, de la matrice du modèle économique, on a essayé, en termes stratégiques, pas en termes essentiellement techniques, de réintégrer un petit peu ça dans la réflexion. Étant entendu que, certes, on travaille sur la proposition de valeur, mais en fait, il y a un mouvement, c'est-à-dire c'est quelle proposition de valeur, ensuite quelle monétisation éventuelle de la proposition de valeur. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a détecté une valeur, et ça renvoie à ce qu'Isabelle disait sur l'arbre, qu'est-ce qu'on veut monétiser ou pas, hein. On peut avoir détecté une valeur et dire non, on la monétise pas. Voilà. Hein. Mais Clément, si je puis me permettre, en gros, une ville aujourd'hui, elle voudrait avoir plus de recettes et moins de dépenses. Oui. Et dans certains domaines, en fait, c'est assez concret. Et c'est vrai que je peux prendre un territoire comme par exemple, enfin, j'ai peur de me tromper, mais certains territoires ont réussi à mutualiser de façon très importante des équipements et donc affichent des vraies économies. Donc il y a il y a à la fois une augmentation de valeur au sens où l'équipement est plus utilisé. Donc est-ce que tous ces exemples ne pourraient pas aussi être peut-être incités à plus de choses, avec plus de partage? Est-ce que France Urbaine ne peut pas plus les montrer? Parce que moi, je crois toujours aux deux extrémités du système. Isabelle, enfin, vous posez une matrice qui questionne et on ne peut plus rester dans sa dignité. Grand expert, je suis un service public, pour en fin de compte se rapprocher d'une réalité où parfois c'est juste exactement l'expression de l'orange. En fin de compte, on n'a qu'une orange et comment avec l'orange on fait à la fois un gâteau, un jus de fruits et puis peut-être on mange quand même deux petits morceaux parce que c'est super de manger deux petits morceaux de l'orange et qu'en fin de compte ça n'enlève pas grand-chose au gâteau ni au jus de fruits. Tu vois, j'en rajoute une couche. Mais je pense que c'est le vrai truc, c'est les trois. Tu vois. Et je me dis, et c'est vrai que c'est pas étonnant que l'espace public ait mis ça en scène, parce que c'est sans doute l'espace qui a été le plus bouleversé depuis 10-15 ans. Et je vois dans le chat les communs, tout le monde, on nous parle des communs. Et toi, d'ailleurs, Stéphane, tu as parlé de l'espace public de Paris Nord 2, qui est un vrai exemple, puisqu'il n'est pas public en fin de compte. Voilà. Tu as parlé de la Défense, et j'avais envie de dire, mais quand on fait un trou dans la tour et qu'on rend de l'air, est-ce qu'on a une baisse? C'est que le jour où ils vont faire des balcons en creux, est-ce que ça compte? De quel côté ça compte? Mais c'est intéressant. Et on travaille avec eux, donc c'est vraiment des chouettes questions. Moi je me dis comment enfin, vous êtes en train de le dire d'ailleurs, on voit bien qu'en fin de compte, c'est un double jeu qu'il faut arriver à mettre en place, du sachant et de l'analyste, ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de nous expliquer, et puis peut-être plus de place encore au concret, au dialogue. Vous voyez, moi je trouve ça toujours intéressant quand on a des élections municipales, il n'y a jamais personne qui explique à quoi servent les impôts locaux. Comment c'est réparti, la part qui va à l'école, la part qui va à entretenir l'espace public. En fin de compte, les citadins ne savent absolument pas combien coûte une ville. Est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher une ville? Et est-ce que la ville dense est plus chère ou moins chère que la ville pas dense? Moi, je trouve que c'est peut-être des choses aussi sur lesquelles on pourrait avoir des personnes qui travaillent, avoir des chiffres. Camille, j'imagine qu'on pourrait arriver à dire des choses comme ça en disant, ben voilà, ce service rendu par la ville, il coûte tant, et rendu dans d'autres endroits, il coûte tant. Enfin, je dis peut-être n'importe quoi. Je sais qu'il y a Hélène Ferrer qui nous écoute et qui pourrait dire des choses sur cette question du logement social, par exemple, où on dit, nous, ben, à Paris, le patrimoine de la ville de Paris a augmenté de 100 000 logements.
au prix du mètre carré du logement, c'est beaucoup. Mais ça n'est jamais, je ne sais pas Isabelle, ça n'est jamais assemblé de cette façon-là. Et que peut-être que autant il faut repenser, comme tu dis, tout le système de la finance locale, autant je pense aussi qu'il faut parler des coûts des choses. Et si on veut que le citoyen monte dans le bateau, il faut qu'il comprenne à quoi servent 1 euro, quoi, tout simplement. Camille, je crois que vous voulez réagir. Pardon, Stéphane. Non. Stéphane, Camille, je vous ai vu. Peut-être juste une réaction très rapide sur ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est assez essentiel, effectivement, que cette question de pouvoir mettre ce sujet, malgré son immense complexité, dans un débat public simple. Et juste témoigner d'une expérience qu'on a eue sur la commune de Bègue, l'ancienne ville de Noël-ma-Mère, en fin 2019. Donc fin 2019, c'est à 3 mois d'une élection municipale, pour remettre en contexte. On a eu une concertation publique sur la création d'un quartier autour d'une zone pavillonnaire. Avec un maire qui, d'emblée de jeu, a pris position politiquement sur le registre. Si moi, commune très bien desservie du centre de l'agglomération bordelaise, n'assume pas une certaine forme de densité, je me fais complice de l'étalement urbain. Donc ça, c'est un discours politique. Et ensuite, on a eu un travail de concertation en atelier avec les habitants, dont le premier acte a été un cours d'économie de l'aménagement et de finances locales. Dans lequel on est entré vraiment dans cette logique qui est de dire, mais finalement, vous, qu'est-ce que vous souhaitez comme commun qui vous manque aujourd'hui? On était dans une zone pavillonnaire, elle était dépourvue d'un certain nombre de communs, il y avait des attentes. Et combien ça coûte de traiter ces communs? Et l'unité de calcul qu'on avait utilisée, c'est des nombres de mètres carrés. Et globalement, combien de mètres carrés il fallait pour que ça ne soit pas les impôts et donc une augmentation de la fiscalité qui prennent en charge la production de ces communs. On n'était quand même que dans la production, on n'était pas dans l'exploitation. Voilà. Et le résultat de cette concertation, ce sont des habitants qui nous ont demandé de monter à 12 étages à certains endroits. Donc, je trouve, et c'est vraiment un exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé, et je l'ai vécu de l'intérieur, parce que quand on met sur quand on joue carte sur table et quand on prend le parti finalement d'une montée en compétences citoyennes, certes en simplifiant, mais en ne simplifiant pas trop, on a un résultat qui en fait est une adhésion citoyenne à quelque chose qui, en l'occurrence, à l'endroit en question, était particulièrement vertueux parce qu'on avait une desserte en transport de très très haute qualité, on est juste à côté de la gare, qui est une acceptabilité d'une densité qui autrement aurait été rejetée purement et simplement. Merci. Camille, tu veux réagir? Je ne sais pas si elle est encore là. Camille, tu es immobile. Christophe? Et parce qu'il y a je ne sais pas si Diane Depoix, qui s'exprime beaucoup dans le chat, vous voulez réagir? Ou Laura Vanuet, je vois des questions dans le chat. Oui, merci beaucoup, monsieur. Vous venez de répondre à ma question sur comment justement on implique concrètement les usagers. Donc, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup pour cette conférence et la qualité des intervenants et intervenantes. Ah, mais voilà un compliment. Camille a disparu. Christophe, vous voulez réagir parce qu'on Oui, je m'étais noté plusieurs choses. On a évoqué tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane qui a évoqué l'analyse cycle de vie en disant qu'elle était assez peu utilisée. Alors, c'est vrai, mais je dirais que ça l'est de moins en moins et que ça n'est pas une faute de volonté de la part des collectivités, mais plutôt c'est lié à la complexité de maniement de ces outils et à l'absence de référentiels qui soient parfaitement partagés. Alors c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a des évolutions, y compris d'ailleurs dans la législation, puisque la loi climat et résilience, par exemple, et c'est un amendement qui avait été porté par France Urbaine, elle va obliger l'État à mettre à disposition des acheteurs publics à compter du 1er janvier 2025 des outils partagés justement qui leur permettront plus facilement de substituer au prix dans l'analyse des offres dans le cadre d'une consultation un coût global résultant de l'analyse cycle de vie.
Donc, c'est une disposition d'ailleurs qui en droit existait depuis longtemps, hein, mais qui n'existait pas faute d'outils. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un avenir pour l'utilisation de l'analyse cycle de vie, et que de façon générale, on est à un point de bascule. C'est vrai qu'on peut considérer qu'on ne va pas suffisamment vite, qu'on est trop attentiste. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut donner une suite opérationnelle aux travaux d'Isabelle Barraud-Sarfati. Et il faut qu'on soit peut-être plus offensif, en tout cas moins prisonnier du calendrier qui est souvent imposé par le législateur, hein, qui, comme je le disais tout à l'heure, remanie régulièrement la structure de financement des collectivités et qui nous empêche d'élever le débat. Donc je pense que c'est très important qu'on puisse continuer à réfléchir ensemble à ces questions et à ne pas être prisonnier de ce calendrier ou de ce périmètre de réflexion. Je revenais aussi, désolé d'insister sur la question des comptabilités écologiques, parce que ce qui m'a fait penser une nouvelle fois, c'est est-ce qu'il faut donner une valeur à l'arbre? Je pense que la question, c'est pas de donner une valeur marchande à l'arbre, hein, c'est de considérer que l'arbre participe à la préservation de la biodiversité et à la qualité de l'air, qui sont deux capitaux qui doivent être analysés Et à la en beauté. tant que... Pardon? Et à la beauté Et à la aussi. Et à la beauté, oui. Alors c'est vrai Parce qu'on que ça pourrait... coûte cher, la beauté. Hein. Il n'y a qu'à voir le C'est prix de vrai. l'art contemporain. Hein. Vous avez raison, Dominique. Mais alors, déjà que l'intégration des capitaux naturels et humains dans la comptabilité est une question extrêmement compliquée, je n'ose imaginer les débats que nous pourrions avoir si on voulait également intégrer un capital beauté qu'il faudrait d'ailleurs commencer par définir. Mais ça peut être une question intéressante. Mais je voulais juste te dire, hein, pour conclure sur la valeur de l'arbre, que c'est pas tant l'arbre qu'il faut valoriser en tant que tel, mais plutôt sa contribution à la préservation et à d'autres capitaux. Et donc, ce qu'il faut valoriser, c'est quelles sont les actions que la collectivité, mais pas seulement la collectivité d'ailleurs, hein, l'ensemble des acteurs qui contribuent à maintenir ou à dégrader la qualité de ces capitaux, quelles sont les actions à mener et comment est-ce que je peux les valoriser financièrement, y compris budgétairement, hein, puisque la comptabilité, on doit aussi se poser la question de qu'est-ce que je compte, qu'est-ce qui est capital. Voilà, je suis désolé. Je vois beaucoup de réactions dans le chat, certaines qui font sourire pour la défense, qui va investiguer la question de la tour en creux. Merci Céline. Raphaël Catonnet aussi d'Opidea. Il y a Hélène Schferrer. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, mais affichez une petite main ou quelque chose comme ça, qu'on puisse le voir. Parce qu'on s'oriente vers la fin. Moi, j'avais quand même envie de donner la parole. Camille, je ne sais pas si en quelques minutes, là-dedans, tu as trouvé des choses qui vont permettre de préserver les DMTO. Je ne suis pas sûre du résultat, mais ça vaudrait le coup d'en dire. Puis Hélène Schferrer voudra s'exprimer. Donc Camille, puis Hélène, et puis Isabelle et Clément. J'ai été déconnectée malheureusement, donc j'ai loupé une partie de l'échange. Ce que je voulais dire en termes de what's next, c'est partir de l'observation assez simple. Alors peut-être que Paris est toujours un cas particulier, mais sur ce plan-là, peut-être encore plus. On a assez peu une culture de la recette dans les collectivités globalement. C'est-à-dire on pense en termes de dépenses, mais aller chercher des recettes, c'est encore quelque chose qui est pas complètement intégré dans l'ADN des collectivités. Oui, on va chercher du mécénat, du crowdfunding, et cetera, mais c'est pas encore complètement dans l'équation et peut-être que, dans la continuité de ce que vous avez déjà réalisé avec, partie prenante Espedia, Ibicity, prendre des exemples, précis, par exemple le trottoir, et mettre autour de la table les personnes, notamment de la direction de l'urbanisme à Paris, mais pas que, parce que justement pour pas s'enfermer dans le prisme urbanisme, pour, déplier un peu toutes les questions qu'on s'est posées là, mais autour d'un exemple. Ça peut être les équipements sportifs aussi, et voir ce que ça peut, où est-ce que ça peut nous mener, toutes les questions que ça pose, à la fois en termes financiers, en termes économiques, en termes sociaux, puisque si on ne donne pas une valeur financière
parce qu'on fait un choix de... Voilà, enfin, il y a aussi des choix de valorisation sociale, culturelle, etc. Mais que voilà, on puisse, autour d'un exemple, déplier toutes ces questions pour Ok. que... Voilà. C'est noté, enregistré. Je suis désolée, je vais accélérer un tout petit peu. Hélène Schwerer, tu voulais prendre la parole, Hélène? Oui, Dominique, d'abord, bonjour. Direction générale par intérim de Paris Habitat. À partir du 7 mars. Pardon, excuse-moi, directrice générale adjointe. Précise. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier puis, pour la qualité de vos propos. Juste vous dire que moi, je me retrouve complètement aussi, parce que bien sûr, je travaille pour le logement social. Et la question, dans ces secteurs d'aménagement, du logement abordable, et je vais dire surtout durable. Vous parliez, Monsieur Stéphane, du fait du BRS. Je suis convaincue, mais je pense que ce n'est pas l'unique modèle. Je pense qu'il faut aussi du logement accessible, très, très social. Vous parliez, on parle tous là du coût global. Je pense que nous, en tant que bailleur social, on l'intègre avec des petits outils un peu faits sur table, entre guillemets, avec des tableaux Excel. Mais je pense que l'essentiel aussi, c'est bien de prendre en compte le coût social de ces investissements et sur le long terme qui vont tous nous dépasser largement dans la durée. Et je pense que voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer ces échanges autour de la question moi, qui me pose au quotidien, qui est le logement social, le logement abordable, qui vient de plus en plus se confronter avec une financiarisation du logement social aussi. Voilà, donc je tiens à vous remercier pour la qualité de vos propos et je serais ravie de pouvoir continuer à échanger. Merci Hélène. Isabelle, tu es en train de remplir ton carnet de commandes. Est-ce que, avant de passer la parole à Isabelle et à Clément, Stéphane, tu veux rajouter un mot, Christophe? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Non, juste très rapidement, mais je vais mettre en commentaire pour pas être long, sur la question notamment des nouvelles recettes non fiscales des collectivités. Je pense qu'il y a un exemple anglo-saxon, donc avec toutes ces limites culturelles, qui est très fécond, c'est la question des Business Improvement Districts. Le BID. Voilà, mais je ferme ça parce que ça pourrait nous entraîner dans une discussion longue. Et ça rejoint ce que Camille proposait comme travail sur le trottoir à Paris et l'espace public. Je pense qu'il y a peut-être un truc chouette à faire. Isabelle, quelques mots quand même, puisque tu es la reine de la matinée. Et puis Clément, pour les éléments de synthèse. Non, peut-être juste quelques éléments très rapides. Sur la question qui était posée par Laura Van Nuys sur les communs, et ça reboucle aussi sur l'intervention d'Hélène Schwerer sur le logement social. Je pense que là, ce que ça montre, moi je pense que c'est vraiment le sujet auquel je rêverais qu'on puisse s'atteler collectivement, c'est de révéler les péréquations invisibles dans la ville en fait. Enfin voilà, alors après, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce qu'il vaut mieux que finalement ça poserait tellement de questions que c'est impossible, mais en tout cas voilà, c'est cette idée de révéler les péréquations et que notamment, ce qui était très intéressant dans le métier de l'aménageur, c'est que profondément un bilan d'aménagement c'est un exercice de péréquation entre des programmes plus rentables et des programmes moins rentables, et donc c'est un vrai choix politique et ça, ce choix-là, il doit être débattu. Après, l'autre élément, parce qu'il y a aussi eu une remarque de Frédéric Delmas sur les ASL et ça rejoint ce qu'évoquait Stéphane Defay sur les Business Improvement District. C'est, me semble-t-il, en fait, cette question effectivement de l'investissement exploitation, enfin, voilà, et de manière plus générale, ce qui me frappe, c'est tous ces brouillages. J'adore les brouillages en fait qui sont en train d'arriver. En fait, c'est comme on relie les contraires avec finalement le fait de voir. Je pense qu'on va avoir des hybridations entre le neuf et l'ancien, notamment en lien avec la question de la rénovation énergétique que rappelait Raphaël Catenet dans une remarque. Donc, brouillage entre le neuf et l'ancien. Enfin, pour le moment, on a une chaîne de l'immobilier neuf qui est complètement dissociée de la chaîne de l'immobilier ancien, même si elle se retrouve éventuellement au niveau des prix et des marchés. Mais voilà, elles sont pensées de manière dissociée en termes d'acteurs. Penser l'hybridation donc entre l'investissement et l'exploitation. Et puis, effectivement, la question du socle de la ville. Moi, j'aime beaucoup l'expression de David Mangin sur le rez de ville. Je pense que c'est vraiment le nouvel objet à regarder. Et là, pourquoi regarder? Parce que c'est à la fois le lieu par excellence du commun, de l'animation de la ville de la proximité, de la ville du quart d'heure, et parce que ça devient en fait un lieu qui est complètement justement en train d'être investi par les dark stores, ça a été évoqué tout à l'heure. Et là, il me semble qu'il y a une nouvelle hybridation entre l'immobilier et l'espace public. En fait, ce que montre en fait le rez de ville, c'est que la question, c'est voilà, est-ce que le socle de la ville, il appartient à l'immeuble, le rez-de-chaussée appartient-il à l'immeuble dont il est le soubassement, ou est-il le prolongement de la rue, ou est-il les deux à la fois? Et donc, en tout cas, juste pour terminer, c'est cette idée de repenser comment, en fait, justement, on adapte, c'était la question de départ, le financement de la ville à cette hybridation entre des approches qui, jusqu'à présent, étaient traitées de manière séparée. Merci Isabelle. Je crois que grâce à vous, ce sujet extrêmement complexe et peut-être très prétentieux d'une certaine façon, parce que quand on a commencé à y réfléchir et qu'on a posé la chose sur la table, on s'est dit, waouh, Isabelle, tu as pris beaucoup de pincettes pour expliquer que tu n'étais pas
la spécialiste de tout, mais je vais dire que la pure, on prend les mêmes pincettes. Il faut dire que nous non plus, on n'est pas les spécialistes de tout, mais que pour autant, on a considéré que c'était maintenant qu'il fallait poser ces questions-là. Donc, merci à tous d'avoir joué le jeu. Et c'est la dernière séquence, donc cette première série de labos prospectifs de l'Observatoire de l'économie, qui regroupe quand même énormément de partenaires, que vous le sachiez, qui sont plus de 30. Je pense que nous allons en faire une synthèse qui sera sans doute présentée à la prochaine conférence économique de Paris. Et nous allons aussi tous, dès qu'on pourra le faire, tous ceux qui ont contribué, vous réunir pour justement vous présenter cette synthèse, avoir un moment d'échange et imaginer la prochaine séquence qui aura lieu soit à la fin de l'année 2022, soit en 2023, selon les idées que nous aurons et notre capacité à produire des choses intelligentes. Cela étant, sur ce dernier point de la finance, je pense qu'on aura des exercices plus ciblés qu'on va mettre en œuvre, je ne dis pas demain matin, mais après-demain, évidemment. Merci à tous, bonne journée à tout le monde, bon week-end et pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances.